Bonjour à tous, je suis Nancy Kawaya, vous êtes sur Vox Africa et bienvenue dans l'émission Entretemps. En cette période de crise sanitaire et alors que la pandémie du coronavirus continue sa progression aux 4 coins du globe, le constat est amer. Il n'existe pas encore de traitement contre le coronavirus. De l'hydroxychloroquine au vaccin, le monde scientifique semble divisé. Masque, pas de masque. Lockdown partiel, lockdown complet. Immunité collective, le monde politique tâtonne. Avec seulement 4,2% des cas enregistrés par rapport au total mondial et contrairement aux prévisions des analystes, l'Afrique est le seul continent qui semble avoir tiré son épingle du jeu. Pourquoi le coronavirus a-t-il eu moins d'impact sur le continent? On évoque des raisons climatiques ou encore des raisons liées au jeune âge des populations africaines, mais aussi la médecine traditionnelle africaine à laquelle la population a eu recours. L'Organisation mondiale de la santé envisage de soutenir la médecine traditionnelle africaine dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cette annonce de l'OMS intervient alors que les traitements à base de plantes médicinales se sont multipliés sur le continent ces derniers mois. Ces solutions ont souvent été controversées par de nombreux experts internationaux. Le cas de Madagascar est édifiant. La déclaration de l'OMS est-elle un changement de paradigme ou un paradoxe? Dans ce numéro d'Entretemps, nous avons choisi de faire un focus sur la médecine traditionnelle africaine, comprendre ce qu'elle suggère, en comprendre les enjeux. Pour en parler, notre invitée est Dr Hélène Mavard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Originaire de la RDC, docteur en sciences pharmaceutiques, Dr Mavard est spécialisée en chimie des plantes. Elle est passionnée par l'usage des plantes et les médecines traditionnelles africaines et en a fait son métier. Docteur Hélène Mavard, nous allons parler de la médecine traditionnelle, mais avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, quelle est votre analyse par rapport à la crise sanitaire que l'on vit aujourd'hui? Je la trouve très préoccupante, surtout qu'elle touche une grande partie du monde. Mais pour ma part, en ce qui concerne le continent africain, j'ai été agréablement surprise de voir ce recours massif à la médecine traditionnelle. De quoi on parle quand on parle de médecine traditionnelle africaine? Alors, ici, je vais reprendre la définition communément acceptée, donc qui est celle de l'OMS, donc qui dit que c'est une somme de connaissances, de compétences et de pratiques qui reposent sur la théorie, la croyance plutôt, et sur les croyances et les expériences propres à différentes cultures. Alors qu'elles soient explicables ou non, et qui sont utilisées en fait dans le but de préserver la santé, en prévention, pour les diagnostics, pour améliorer la santé ou pour le traitement des maladies physiques et mentales. Donc c'est une définition qui est très, voilà, qui englobe beaucoup d'éléments. Et ici, chaque mot a son importance. Et qu'est-ce qui fait que jusqu'ici, nous avons une compréhension erronée de la médecine traditionnelle, que le fait d'ajouter dans cette définition croyance, spiritualité, c'est ça qui rend un peu la médecine traditionnelle non cartésienne ou non conventionnelle? Cette définition, elle concerne toutes les médecines traditionnelles, pas seulement la médecine traditionnelle africaine. Alors aujourd'hui, on va parler de yoga, du feng shui. Ça ne pose problème à personne. Beaucoup d'entre nous n'ont pas vraiment de considération pour cette médecine parce qu'elle n'est pas écrite, elle n'est pas expliquée. Donc il y a du vrai et du plus subjectif dedans. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique est très tournée vers l'extérieur. C'est ce qui vient d'ailleurs qui est bien. Et donc, on ne regarde pas ce que nous avons, nous regardons plutôt ce qui vient de l'extérieur. Et ce regard fait qu'en fait, nous ne connaissons pas bien la médecine traditionnelle et nous la considérons telle que les autres la considèrent. Ce que les autres en disent, c'est ça que nous prenons pour nous. La médecine aujourd'hui, celle qu'on appelle moderne, elle est aussi liée à une philosophie de vie, à une approche
a une approche très fragmentée de la vie, de ce qu'est la maladie. Elle est aussi liée à une culture. C'est pour ça que chez nous, on a ce souci où on voit les gens qui passent d'une médecine à l'autre. Ils ne croient pas à la médecine traditionnelle, mais quand ils vont très mal et que la médecine moderne n'a pas de solution, ils vont en médecine traditionnelle. Quelle est la démarcation entre justement le fétiche d'une part et la médecine traditionnelle? Parce que je pense que dans l'inconscient collectif, c'est pas clair. Quand on va avoir affaire à un guérisseur, il va vous parler de différentes choses, mais c'est un professionnel. Et il va deviner des choses peut-être que vous ne saviez pas, que vous ignorez, mais auxquelles vous n'avez pas prêté attention. C'est vrai que quelqu'un qui vous devine, ça peut faire peur. Alors du coup, on va associer ça à des choses qui font peur, donc la sorcellerie. Et alors que la sorcellerie, dans les traditions, le guérisseur n'est pas le sorcier. Le sorcier, c'est quelqu'un d'autre. Le guérisseur, c'est une autre personne. Vous voulez dire, excusez-moi, qu'il n'y a pas de confusion entre médecine traditionnelle et fétiche? À la base, il n'y a pas de confusion. Mais pour revenir un peu à l'histoire, pendant la colonisation, il avait bien fallu. Donc, on a amené une nouvelle religion. Donc, la religion catholique est arrivée. Et elle a été, il faut le dire ici, un instrument de colonisation. Et bon, il fallait bien faire adhérer. Pour faire adhérer aux gens à la nouvelle religion, il fallait que les gens adhèrent. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il ne fallait pas qu'ils aient en médecine traditionnelle, d'ailleurs, qui a été interdite dans beaucoup d'endroits pendant la colonisation. Et on disait, ça, c'est de la sorcellerie. La médecine traditionnelle, c'est de la sorcellerie. Il ne faut pas aller là-bas. Et les gens ont intégré ça. Ils ont si bien intégré ça qu'ils continuent à y aller parce que c'est vrai qu'elle apporte des solutions et quand même que les gens se reconnaissent en partie dedans, mais ils ont peur d'y aller parce qu'on leur a quand même dit que c'était mauvais. Et l'amalgame vient de là et nous continuons à vivre donc dans cet amalgame. Et il faut aussi dire que les guérisseurs ont rajouté de la poudre, de l'huile sur le feu en essayant pour garder leur métier pour eux. Donc, ils la mystifient. Et donc, la mystification du métier qui est en fait juste une protection, pour moi, une protection professionnelle, donc c'est protéger le métier, à rajouter à l'incompréhension de la population qui a englobé ça dans la sorcellerie. Pourquoi est-ce que l'incompréhension subsiste encore autour de la médecine traditionnelle africaine, alors que en opposition à la médecine traditionnelle africaine, la médecine traditionnelle chinoise est embrassée par le monde entier? Quelle est la différence? Il y a d'abord une première chose, c'est que la médecine traditionnelle chinoise est écrite. La médecine ayurvédique, qui est la médecine traditionnelle indienne, est écrite. Elle est écrite pas d'hier, pas d'avant-hier. C'est des médecines dont on retrouve les traces il y a 2000, 3000 ans. Mais on retrouve aussi les traces de la médecine traditionnelle africaine telle qu'elle est aujourd'hui dans les textes égyptiens. Ça, on le dit beaucoup moins, mais on retrouve aussi. Et aussi, aujourd'hui, la Chine est puissante. C'est le puissant, celui qui est fort, qui va imprimer sa marque. La Chine, il y a 30 ans, n'aurait pas imposé sa médecine comme elle l'impose aujourd'hui parce qu'elle n'était pas puissante. Si la médecine moderne, dite moderne, qui est plus la médecine occidentale, s'est imposée parce qu'elle était puissante. Et ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes dans le milieu médical, mais on voit aujourd'hui avec la situation, les dires des uns et des autres, les conflits, les confusions. C'est aussi une question de puissance, une question d'autorité, voilà, ça joue aussi. Aujourd'hui, elle est puissante, elle a son mot à dire. Et d'un autre côté, c'est l'Occident qui tire un peu la pensée mondiale aujourd'hui. Les Occidentaux, ils sont aussi à la recherche de leurs racines parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans une mondialisation que peut-être eux ont introduit par leur façon de vivre, mais qui fait que beaucoup ne retrouvent plus leurs racines. Donc l'Occident recherche aussi ses racines à travers les compléments alimentaires et une médecine traditionnelle dont on n'a plus vraiment de traces. Et là, la Chine, enfin l'Asie, parce qu'il y a la Chine, le Japon et bien sûr l'Inde avec le yoga,
donne ses racines-là. Et justement, en parlant de Chine, d'Asie, de mondialisation, selon vous, quels sont les enjeux de la médecine traditionnelle africaine? Les enjeux sont multiples. D'abord, c'est quelque chose qui reste toujours un mystère. La médecine traditionnelle africaine, même l'Afrique aujourd'hui est un mystère. Elle n'est pas comprise. L'Afrique emploie encore un langage qui lui est propre. Alors que quand on voit la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, elle a adopté un langage que beaucoup de gens peuvent comprendre. La médecine traditionnelle africaine emploie encore un langage qui lui est propre, qu'il faut décoder, qu'il faut comprendre. Et pour ça, il faut comprendre la culture. Or, c'est la culture de gens qui sont considérés comme plus bas que les autres. Donc, personne ne s'y intéresse, personne ne veut la comprendre. Du coup, quand elle parle, même de choses importantes, vu qu'on ne la comprend pas, on n'écoute pas. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous n'allez pas vous asseoir là pour suivre ce qu'on dit. Donc, ça, c'est quelque chose quand même de relativement important. C'est une question d'abord de volonté, de croire que cette médecine amène des solutions. Comme par exemple, aujourd'hui, l'OMS le pense, et Kew aussi, qui est un des plus grands jardins botaniques du monde, il y a un centre de recherche sur les plantes du monde, le pense. Donc maintenant, nous devons d'abord avoir cette foi en notre médecine traditionnelle et une volonté d'aller de l'avant. C'est une volonté qui doit aussi être politique. Aujourd'hui, au même titre que l'Amérique latine, il y a encore beaucoup de choses. Je donne l'exemple du Congo. Le bassin du Congo, c'est la deuxième zone de biodiversité mondiale. Donc imaginez-vous tout ce qu'on peut y trouver, tout ce qu'on ne connaît pas et qu'on peut y trouver. C'est énorme. Et là-bas, il y a encore beaucoup de populations qui ne se traitent que par la médecine traditionnelle. 80% de la population africaine a recours à la médecine traditionnelle. Donc, il y a encore beaucoup à aller chercher, beaucoup à découvrir, d'autant plus que, entre autres, dans le cas du Covid, nous patinons. Et aussi parce qu'à un moment donné, la médecine, les solutions s'essoufflent. On a beaucoup de problèmes de résistance aux antibiotiques et aux antiparasitaires. Il y a beaucoup de médicaments qui sont tombés dans le domaine public. Donc les firmes pharmaceutiques n'ont plus les revenus qu'elles avaient puisque les molécules sont dans le domaine public. Donc il faut des nouvelles sources de revenus, des nouvelles molécules. Et tout ça rend, et puis c'est un nouvel enjeu d'études, de société, d'études ethnologiques. Donc il y a énormément d'enjeux parce qu'il y a beaucoup à découvrir, beaucoup de choses qui vont apporter des réflexions différentes. Oui. Il semble que l'Africain, le constat est clair, l'Africain a lui-même peur de sa propre médecine traditionnelle. Je peux comprendre qu'on ait peur. Pourquoi? C'est vrai qu'il n'y a pas de posologie. La présentation n'est pas toujours attrayante, je dirais, et même des fois peut faire peur parce que bon, des fois c'est dans des conditions hygiéniques qui ne sont pas celles qu'elles devraient être, on ne connaît pas très bien les posologies, voilà, je comprends qu'on puisse avoir peur, mais d'un autre côté, je veux quand même insister sur le fait que le praticien de la médecine traditionnelle est un professionnel. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il y a beaucoup de gens qui deviennent médecins traditionnels comme ça. Ils n'ont pas appris le métier, c'est un métier qui demande un apprentissage de plusieurs années avec un maître. Il y a des gens qui n'ont pas appris le métier, qui sont devenus médecins traditionnels. Et aussi, il y a aussi une confusion entre la médecine populaire, même si elle dérive de la médecine traditionnelle, et la médecine traditionnelle. Si vous voulez être bien soigné, vous n'allez pas demander à votre voisine qui a eu mal à la tête la semaine passée, qu'est-ce que vous devez prendre? Vous irez voir un médecin. N'est-ce pas? Et pour la médecine traditionnelle, c'est la même chose. Ne demandez pas à la vieille au coin de la rue qui connaît 2-3 trucs. Allez voir un praticien reconnu. Et ils existent. Donc voilà, allez voir un praticien reconnu. Et d'ailleurs, il va vous dire peut-être, ça je ne soigne pas. Et justement, vous parliez de posologie ou de conditions sanitaires pas toujours adéquates pour la vente de ces médicaments-là. Est-ce que les pays ont initié
quelles sont les solutions qu'ils ont initiées pour justement normaliser cette formation de guérisseurs, de praticiens. Il ne faut pas un organisme de contrôle, de surveillance qui puisse normaliser cette médecine traditionnelle pour qu'on puisse l'aborder avec beaucoup plus de sérénité. Ces organes existent dans la plupart des pays africains. Bon, mais bon, les travaux ne sont peut-être pas aussi avancés qu'on le souhaiterait, en tout cas pas assez avancés pour mettre la population en confiance. Mais par contre, il y a sur le marché africain, ce qu'on appelle médicaments traditionnels améliorés. Donc c'est vraiment des médicaments des produits qui viennent de la tradition médicinale et qui sont mis sous forme moderne. Et qui sont vendus tels quels, sous forme de comprimés, de sirop, de suppositoires, voilà. Et ça, c'est vraiment le premier pas pour quitter la médecine traditionnelle vers ce qu'on dit la médecine moderne. Je ne dirais pas la médecine traditionnelle, vers la médication. Parce que là, c'est une question de médication. La médecine traditionnelle, elle fait aussi intervenir beaucoup d'autres choses. Et c'est ça aussi des fois qui pose problème. Parce que vous allez aller à la pharmacie, acheter un médicament traditionnel amélioré, on vous dit de le prendre comme ça, mais il n'y a pas derrière ce qui a un rapport à la médecine en tant que telle. C'est juste un médicament, c'est un produit. Vous voyez? Et là, vous n'avez pas été voir le professionnel. Et c'est ça aussi qui pose problème. Les gens veulent avoir la phytothérapie, veulent avoir les médications, mais ne veulent pas avoir affaire à la médecine traditionnelle. Mais ils veulent avoir les médications. Voilà. Et les pays, justement, vous dites qu'ils travaillent dessus, ils travaillent à quoi? À réglementer la profession de guérisseur, oui, ou à normaliser tout ce qui est posologie de cette médecine traditionnelle? D'une part, à réglementer la profession de guérisseur, et d'autre part, à essayer de standardiser, de mieux étudier tout ce qui est la médication, en fait. Parce que la médecine traditionnelle, ce n'est pas que la médication. Je vais vous donner un exemple que je donne toujours à mes étudiants. Vous allez voir un guérisseur, il vous donne un produit, et il vous dit, voilà, moi, le produit que je vous donne, quand vous le buvez, avant de le boire, vous devez d'abord donner un peu à vos ancêtres. Et les ancêtres ne veulent pas seulement boire le médicament, mais ils veulent que vous leur donniez votre transpiration. Donc, quand vous prenez ce médicament, vous devez courir autour de la maison. Le nombre de fois, je ne sais pas vous dire, mais vous devez courir assez longtemps pour que, quand vous vous épongez le front avec votre main, il y ait assez d'eau qui tombe pour assouvir leur soif. Et surtout, dans des conditions pareilles, ne touchez pas à votre femme, parce que ça va rendre jaloux les anciens qui ont besoin que toute votre sueur, toute votre transpiration leur soit donnée. Bon, là il y a deux attitudes. Hein. Bien, vous dites, celui-là il me prend pour un rigolo, donner aux ancêtres et puis donner la transpiration aux ancêtres pour qu'eux me guérissent. Très peu pour moi, d'ailleurs ce ne sont pas mes ancêtres, il prend le médicament. Voilà pas que le monsieur meurt. Bien entendu, tout de suite, branle-bas de combat, ce n'était même pas un bon médicament, il l'a mal soigné, d'ailleurs il l'a tué, et finalement. D'un autre côté, un grand animiste, grand croyant, présence des ancêtres et tout ça, il donne à boire aux ancêtres, et il court jusqu'à faire ça, voilà. Il a bien transpiré, les ancêtres ont eu leur part, et toujours dans le respect de ses ancêtres, voilà, il ne va pas toucher sa femme. Et le gars, il guérit. Le diagnostic médical était au début le même. Ces deux messieurs avaient des problèmes d'hypertension cardiaque, d'hypertension artérielle élevée, et quelques problèmes cardiaques, bien sûr, qui accompagnent l'hypertension artérielle. Eh bien, le produit qu'on leur avait donné était partiellement toxique et s'éliminait par la transpiration. Et bien sûr, avoir des rapports avec leur épouse aurait donné comme risque de monter très fort la tension artérielle et de les voir peut-être même trépasser. Lui, il a respecté, et c'est en transpirant qu'il a éliminé la partie toxique de son médicament.
et il a été guéri. Ben, l'autre, il n'a pas transpiré, ben, voilà. J'entends bien ce que vous dites et dans vos deux exemples, n'est-ce pas justement le clou du problème? Expliquer de cette manière que vous nous avez expliqué, on comprend. Mais avec la partie spirituelle, les croyances, ça rend justement la médecine traditionnelle africaine mystique et peut-être on atteint justement la barre du fétiche en fait, comme ça. Le problème, c'est la culture. Donc, le mot culture est très important. Parce que si c'est votre culture de penser aux ancêtres et tout, de donner à boire, vous allez le faire. Mais si les ancêtres et consorts ne sont pas de votre culture, ça va vous faire ni chaud ni froid et vous n'allez pas le faire. Mais on va l'oublier étape par étape. Voilà. Et vous allez penser à la phytothérapie sans la partie culture et tradition, alors que l'autre va penser à la partie culture et tradition dans la médecine, pas rien que la partie phytothérapie. Hein? C'est très important. Pour revenir à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il n'y a pas de solution européenne ni de solution africaine, mais néanmoins, il y a eu une proposition avec le Covid organique du Madagascar. D'abord, premièrement, où est-ce qu'on place ces solutions? Est-ce de la médecine traditionnelle ou est-ce de la médecine moderne? Et puis, deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas soutenu cette solution? Bon, alors, les solutions, l'Afrique en a proposé beaucoup, dont certaines de médecine traditionnelle. Mais Madagascar, avec l'artémisia, il faut dire que l'artémisia ne fait pas partie des traditions africaines. L'artémisia est une plante asiatique, est une plante chinoise qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Mais elle a été adoptée en Afrique et on a vu qu'il y avait des choses positives. Voilà, donc ce n'est pas de la médecine traditionnelle, c'est une médecine que nous avons adoptée proche de notre médecine traditionnelle. Voilà, avec une plante locale, tout local. Je dirais que c'est une réponse locale à un problème global. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été soutenu? Bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, bon, d'un côté, les arguments scientifiques n'étaient pas présentés de façon percutante. Et ça, voilà, c'est mon point de vue à moi. Donc, la présentation n'avait pas été faite de façon assez argumentée et percutante. Voilà, ça c'est d'une part. Et d'autre part, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau mondial, l'Afrique est plutôt située un peu tout en bas de l'échelle. Et il n'y a pas de raison pour que celui qui est en haut de l'échelle donne raison à celui qui est en bas de l'échelle. Donc c'est aussi ça, hein? Donc il y a aussi tout ça qui joue, une question d'autorité, de puissance, la raison du plus fort. Voilà. En votre qualité de docteur en pharmacognosie, est-ce que vous avez vous-même aussi recours à la médecine traditionnelle africaine? Oui, je précise, je ne suis pas médecin, je suis pharmacien, oui. Mais oui, moi j'ai recours à la médecine traditionnelle parce qu'il y a deux choses. Il y a des choses que l'on peut expliquer, même si à la fin le résultat n'est pas celui attendu. Hein. Vous avez parlé de toutes les prévisions qu'il y a eu pour le Covid, mais il y a des choses pour lesquelles on a un résultat, le résultat attendu, mais qu'on ne peut pas expliquer. Et avant d'arriver à l'explication, c'est ça qu'il faut faire. Il faut d'abord observer. Okay? Et quand ça marche, ça marche. Quand vous prenez un médicament, un comprimé dont vous ne connaissez pas le nom contre des maux de tête et que ça vous soigne, eh bien, ça vous a soigné. On peut vous dire que c'est tel comprimé, tel autre. Ben, pour vous, vous êtes contente puisque ça vous a soigné. Et je crois que la médecine traditionnelle, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui marchent. Moi, je me fais soigner beaucoup avec la médecine traditionnelle parce qu'il y a des choses que je sais qui marchent. Maintenant, ce qu'il faut, il faut essayer de comprendre pourquoi ça marche et comment ça marche. Là, c'est la démarche scientifique. Mais d'abord, on observe. On observe quelque chose qui marche, c'est la démarche scientifique aussi. J'observe et maintenant, il faut que j'explique le comment et le pourquoi. Mais alors là, avec les plantes, autant vous dire que c'est un travail de longue haleine. Pensez-vous, docteur Mavard, qu'un jour les présidents africains arrêteront d'aller en Suisse ou de revenir en Europe pour se faire soigner et qu'ils pourraient se faire soigner grâce à la médecine traditionnelle africaine? Pourquoi pas?
Si à partir du moment où elle se structure convenablement, oui, pourquoi pas? Certainement pas pour tout. Parce que bien sûr, il y a des choses que la médecine traditionnelle fait bien, des choses qu'elle ne fait pas, qu'elle fait très mal, des choses qu'elle connaît, des choses qu'elle ne connaît pas. On va prendre un peu de la médecine traditionnelle africaine, un peu de la chinoise, un peu de l'indienne, un peu de l'européenne, et on va aussi prendre de la médecine moderne. Mais oui, pourquoi pas? Mais il faut, dans l'état actuel des choses, non. Il faut qu'elle soit plus structurée et plus visible. Professeur Hélène Mavard, que j'appelle aussi docteur. Donc, comme on a pu le dire, on a parlé d'énormément de choses, mais je pense que le point focal reste l'inversion des mentalités. Pour qu'on puisse développer cette médecine traditionnelle africaine, nous avons besoin d'inverser ces mentalités. Nous avons parlé aussi des présidents qui vont se faire soigner généralement en Suisse, ou du moins qui ne se font pas soigner sur le continent. Donc, pour qu'on arrive à prendre en compte cette médecine traditionnelle, il faut peut-être que nos dirigeants, que ça parte d'en haut éventuellement, ou alors que les populations changent de mentalité et abordent cette médecine traditionnelle différente, en prenant en compte, comme vous l'avez dit, et comme c'est dit dans la définition, les croyances, la spiritualité et puis notre culture, qui ne peut pas être détachée de cette médecine traditionnelle. En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas les mesures de distanciation sociale, prenez soin de votre environnement. On se retrouve très bientôt sur Vox Africa pour un nouvel épisode de votre émission Entre-temps. À plus.